Bonjour chers amis et bienvenue à notre conférence à chacune et chacun cet après-midi à Gradignan et à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alors, recréer l'océan dans les terres pour surfer, causes et conséquences de l'artificialisation d'une pratique sportive. Voilà le titre de cette conférence, certainement de qualité, que va nous apporter Rémi Petit. Alors, nous accueillons Rémi pour la deuxième fois dans notre association. La première, eh bien, c'était déjà il y a 2 ans. Bienvenue à toi. Il y a 2 ans, en effet, tu nous avais parlé de la biodiversité dans nos jardins sur le thème entre nature et culture. Alors, vous pouvez, chers amis, visionner sur notre chaîne YouTube ou à partir de notre site web cette conférence, les 3 W, comme vous le savez, point, culture au pluriel, société au singulier.fr. Alors Rémi, tu es généticien et écologue à l'UMR Biogéco, biodiversité, gènes et communautés de l'INRAE à Cestas-Pieroton. Tu as dirigé cette unité de recherche de 120 agents, et dont 70 scientifiques et ingénieurs pendant 8 ans, 2011 à 2018. Tu es rentré dans la recherche comme certains rentrent en religion, après avoir obtenu en 92 ton doctorat de l'université de Paris-Sud-Orsay, et le sujet de recherche était polymorphisme de l'ADN chloroplastique dans un complexe d'espèces, les chênes blancs européens. Alors, au fond, on a donc les Augustines qui nous proposent un café, du chocolat. Et si vous voulez connaître un peu plus ce thème-là, vous pourrez discuter avec Rémi. Voilà, en 99, tu as soutenu ton HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches, toujours à l'université de Paris 11, Orsay, sur le sujet diversité génétique et histoire des populations d'arbres forestiers. Parmi les nombreuses missions que tu effectuas à l'étranger, on peut citer celle que tu fis en tant qu'expert de la FAO au Maroc, un clin d'œil pour notre amie Marianne, sur la génétique de l'arganier avec un collègue de l'INRA de Dijon, Rémi Chausseau. Alors au niveau des distinctions que tu as obtenues, on peut citer ta médaille de vermeil de l'Académie d'agriculture de France. Puis en 2014, tu as été listé parmi les chercheurs les plus cités dans le monde par Thomson Reuters. Mais tu m'excuseras, cher Rémi, de m'arrêter là, car le temps nous manque pour énumérer plus en détail ton éloquent profil. Alors nous accueillons aujourd'hui le scientifique, plus précisément le généticien et écologue que tu es, pour nous parler du développement mondial de l'artificialisation des pratiques sportives en prenant comme exemple le cas du surf. Il ne s'agit donc pas d'une tribune contre un projet particulier, mais bien d'une réflexion plus large sur les ressorts du développement de nos sociétés postmodernes en prenant l'exemple d'une activité récréative particulière, le surf. Que voyons-nous à travers le monde aujourd'hui ? En Corée du Sud, la société Weigarden a ouvert en 2020 le plus grand surf park du monde. En 2022, toujours la même société a annoncé le développement de 6 piscines à vagues au Royaume-Uni et en Angleterre, et en Irlande. Oui, le Royaume-Uni, c'est aussi le Pays de Galles, c'est aussi l'Écosse et l'Irlande du Nord. Donc, bon, je peux rajouter l'Angleterre. Voilà, même si c'est le cœur du Royaume-Uni. Alors, en 2024, eh bien, c'est la société Stoneweg et Terrace Capital qui annoncent le développement du plus grand surf park du Royaume-Uni, un projet de 50 millions de livres. Et puis, on voit que ce business qui prend de l'ampleur et que l'on retrouve jusqu'à Hawaï, où un premier surf park nommé Waikai a été inauguré en 2023 sur l'île d'Oahu. Dans la foulée de ce
surf park, qui constitue à ce jour l'un des plus grands surf parks au monde, un second projet a été lancé à moins de 2 km du premier surf park de l'île. Alors, que pense le scientifique? Plus précisément, le généticien écologue que tu es de ces projets qui émergent aussi bien dans des déserts qu'au bord des océans, à quelques mètres des eaux qu'à l'intérieur des terres. Il y a 2 ans, pour nous parler de la biodiversité dans nos jardins, tu avais mis le doigt sur les briques qui constituent notre culture. L'ordre, la propreté, l'image de la réussite, le tout formaté par notre éducation et le souci de la sécurité dans l'ensemble de nos activités, même ludiques. Alors, ces briques culturelles nous mettent parfois, pour ne pas dire souvent, en porte-à-faux avec ce que nous pensons et ce que nous croyons. Ces pratiques sportives sont-elles aussi révélatrices de nos contradictions? Merci, cher Rémi, d'avoir accepté notre invitation et c'est avec plaisir que nous t'écoutons. On peut applaudir notre ami. Merci Moustapha. C'est une super introduction. Ça vous donne exactement enfin, c'est comme ça que je souhaitais évoquer ce projet. En fait, déjà pour la précédente fois que j'étais intervenu sur la biodiversité dans les jardins, c'était vraiment notre relation à l'environnement. Moi, j'étudie l'environnement. Je suis écologue, donc j'étudie ce qui se passe dans la nature, dont on fait partie. Hein. Mais et donc du coup, il faut vraiment s'intéresser aussi à notre relation avec l'environnement si on veut arriver à quelque chose, à le conserver mieux, le protéger sur le long cours. Donc là, c'est un exemple qui semble a priori un peu éloigné, mais en fait, en artificialisant, en reproduisant un environnement naturel qui est l'océan avec ses vagues à l'intérieur des terres, eh ben, ça pose des questions effectivement pour notre relation avec l'environnement, en fait. Donc, le cas des surf parks, du surf, c'est vraiment un exemple. Je pense qu'on pourrait faire le même genre d'exposé sur une autre activité touristique ou sportive, hein, qui là c'est spécialement intéressant parce que c'est le surf, une activité de pleine nature, d'où on va pouvoir parler de ces paradoxes pour une activité de pleine nature qui s'artificialise. Voilà. Donc c'est donc pour essayer de comprendre ce sujet, je vais d'abord un peu vous présenter le surf, une contre-culture devenue discipline olympique assez récemment. Et puis donc concrètement cette artificialisation de ce sport avec l'émergence des piscines à vagues de surf, les surf parks. Hein. Et donc là, on va parler de ce monde de l'hyper-réalité qui dépasse finalement même les pratiques sportives. C'est encore plus large. Hein. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que cette hyper-réalité. Et puis à la fin, on va discuter sur cette évolution de l'artificialisation, hein, de l'hyper-réalité, qui pose pas mal de questions pour le développement de notre société. Là, au passage, c'est une image du surf park de Bordeaux qui devait voir le jour à Bordeaux-Lac en 2014. Ça ne s'est jamais fait. Vous voyez, au fond, là, vous reconnaissez. Voilà. Et donc, j'ai regardé ce que peut nous enseigner sur ce genre de sujet, parce qu'il y a des recherches scientifiques, il y a des unités, des équipes universitaires qui travaillent sur le surf en tant que sport, etc. Et donc j'ai regardé un petit peu, et puis sur plus généralement sur l'hyper-réalité, etc. Les enseignements des sciences humaines et sociales, que ce soit en géographie, en sociologie, en marketing, en psychologie, un peu en philosophie, ce qu'elle disait de ce genre d'évolution, et donc j'ai essayé de vous synthétiser ça pour cet après-midi. Voilà, donc le surf, une contre-culture proche de la nature qui est devenue donc discipline olympique. Alors les racines du surf, bon, au début on pense qu'en Polynésie ça devait être quelque chose d'utilitaire, hein. C'était pour quand on pêchait pour revenir plus vite sur la côte, et donc c'était pas une pratique, disons, pour se faire plaisir ou qu'il y avait un autre sens. Par contre, quand les Polynésiens ont colonisé l'archipel d'Hawaï, qui était vide, c'est au milieu il y avait personne qui y habitait au 5e siècle après Jésus-Christ à peu près. Et ben là, le surf et la construction des plans, etc., ont été intégrés à la religion des Hawaïens et à leur fonctionnement social, on va dire plus généralement. Donc voilà. Et donc c'est là vraiment sur Hawaï que le surf est devenu
une activité un peu particulière qui avait un autre sens que purement fonctionnel, on va dire. Et donc c'est au XXe siècle, au début du XXe siècle, avec par exemple Jack London, l'auteur, qui a visité Oahu, l'île avec la capitale Honolulu, etc., qui a avec d'autres découvert et popularisé le surf, l'extase de la glisse, dont on reparlera. On parle de surfeurs hédonistes là, qui cherchent vraiment cette sensation de la glisse, qui apparemment, moi je suis pas surfeur, mais qui est quelque chose qui est très fort, de sentir cette puissance finalement qui vous propulse. Et donc la mode du bronzage aussi d'ailleurs, c'est là que c'est apparu, et ça a conquis le reste du monde en tant qu'activité là vraiment purement récréative. Alors un peu plus que récréatif, parce que par exemple, alors bon, comme tous les sports de nature, ça c'est selon Bourdieu en fait, au début, enfin voilà, à une époque, il y avait un petit peu un côté élitiste pour les sports de nature, faut le savoir. Ces activités de nature, pratiquées par une élite qui recherche une distinction, une forme de distinction sociale, en pratiquant diverses activités. Là, j'ai représenté l'alpinisme par exemple, dans la confrontation directe avec la nature. Et donc c'est des sports qui c'est une sorte de jeu avec l'environnement, un jeu où on cherche à se déplacer, évidemment d'une manière ou d'une autre, qui reflète les compétences intellectuelles des pratiquants. Donc voilà, d'où cette origine un petit peu des sports de pleine nature. Et par contre, la démocratisation de ces activités a changé vraiment la donne après, en créant beaucoup des flux importants d'utilisateurs, qui a suscité des conflits d'usage et mis en cause, et posé des questions d'impact environnemental. Mais pour revenir au surf, donc surf, art de vivre versus un sport de compétition. Au début, à partir des années 1950, certaines communautés, comme les surfeurs vagabonds de Californie, ont associé à leur pratique de surf finalement un désir de marginalisation. C'était vraiment de déviance, de contestation sociale. C'était donc, on parle de contre-culture dans ces cas-là, et donc avec pour valeur la créativité, la liberté, le voyage, y compris autour du monde, là, comme dans ce film très célèbre Endless Summer, l'été sans fin, avec un voyage autour du monde à la recherche de la vague parfaite. Et donc c'est une contre-culture anti-bourgeois. En surfant, on soutient la révolution. Et donc au contraire, évidemment, après, quand le surf est devenu un sport fédéral ou plus récemment olympique, là c'est un peu tout le contraire finalement. C'est le respect d'un code réglementaire. Sans règle, il n'y a pas d'enjeu sportif, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de record, il n'y a pas de victoire ou de défaite, d'accord. Donc c'est vraiment à l'opposé de ces débuts des surfs dans les années 50 en tant que contre-culture, avec pratiquement opposé complètement sur toutes les valeurs en fait entre ces deux types de pratiques. Voilà, on parle de freestyle pour le surf et pour d'autres sports qui, jusque-là, résistaient à une institutionnalisation via des sports de compétition. Voilà. Donc, on va parler maintenant de surf et de protection de la nature un petit peu, parce qu'évidemment c'est le point qui nous intéresse ici. Alors donc voilà, suite à ça, avec cette volonté de faire des compétitions, etc. Il s'agissait à partir des années 70, par rapport à cette époque un peu là, de contre-culture, un peu bizarre, il s'agissait de nettoyer le surf et de le rendre respectable. En mettant ces compétitions en place pour le transformer à ce qu'on appelle un sport à résultat. Comme par exemple le football, on fait une partie, on gagne, on perd, voilà, il y a un résultat à la fin. Et donc, malgré, du coup, ça a entraîné aussi un côté de marchandisation du surf dans la société de consommation postmoderne. Mais il resterait, pour certains au moins, l'expérience fondatrice du surf, dont j'ai parlé avec Jack London, c'est la recherche d'une communion aussi avec la nature. Et donc, certains surfeurs disent vraiment éprouver un sentiment d'appartenance, de communion avec les autres êtres vivants, la Terre, avec l'univers lui-même, et ils perçoivent que ces connexions, pour eux, sont transformatrices, réparatrices. Et donc, c'est ce qui est central pour eux, du coup, c'est cette déférence envers la nature, et c'est le souci de la protéger. Et donc, par exemple, une association comme Surfrider Foundation Europe, elle est née de cette volonté de protéger l'environnement, notamment côtier, marin, voilà. Bon. Alors si on prend la comparaison d'un surfeur et d'un footballeur, finalement, il y a une étude récente en 2021 en Norvège où ils interviewaient plein de monde, fait une enquête, etc. Et ils interviewent un surfeur norvégien qui répond, oui, c'est clair que nous, en tant que surfeurs, on est particulièrement proche de la nature. Comparé au football,
par exemple, la raison pour laquelle on est plus concerné par la cause environnementale, c'est évident, c'est parce que on est nous-mêmes directement confrontés à la nature pendant l'activité de surf, quoi. Donc forcément, on va être plus conscient de l'environnement, dit-il. Et quand on les interviewe et qu'on fait un sondage, eh ben on se rend compte qu'il y a pas loin de 70% de ces surfeurs qui participent à des nettoyages de plage, une activité pour protéger l'environnement. 50% qui disent diminuer leur consommation de viande, ou éviter 30% et qui évitent des produits contenant des microplastiques ou des produits sur la liste rouge pour des produits de la mer. Bon, il y en a que 23% qui disent diminuer leur vol en avion et assez peu aussi qui sont membres d'une organisation environnementale. Donc voilà, ça dépend en quelles activités finalement. Donc qui a le meilleur bilan si on regarde entre le surfeur et le footballeur, vous allez deviner, avec ces voyages exotiques, c'est le footballeur, largement. Les activités sportives, et puis c'est général pour les activités sportives de pleine nature, qui ont un bilan carbone 3 fois plus élevé que les activités sportives traditionnelles. Voilà. Alors, de manière, c'est les auteurs, c'est pas de moi, mais composter vos restes alimentaires n'aide pas beaucoup si vous faites 2 voyages en Thaïlande chaque année. Voilà. Donc, cette exposition à la nature, grâce à des activités récréatives comme le surf, ça contribue bien à une attitude en faveur de l'environnement, ça c'est clair. Il y a d'autres enquêtes qui l'ont montré, c'est vraiment bien établi dans ce domaine, mais pas nécessairement en termes d'action, finalement, à une action en faveur de l'environnement. C'est un peu les paradoxes, ils parlent de dissonance culturelle, en fait. On est tiraillés entre... voilà, on voudrait protéger la nature, mais dans les actes, c'est pas si évident, c'est pas si facile. Et donc l'explication, c'est des aspects culturels. Tu évoquais cette fameuse contre-culture qui forge un peu l'imaginaire des surfeurs des années 60, etc., 50-60. Elle expliquait pourquoi la protection du climat, à l'époque, c'était pas un souci, la protection du climat. Et donc finalement, c'était pas trop sur l'agenda. Par contre, la pollution, la protection de la nature, ça l'était déjà. Voilà, c'est une explication des auteurs expliquant qu'ils font certaines activités en faveur de l'environnement, mais pas d'autres, comme pas trop diminuer leur vol à l'autre bout de la planète. Voilà. Et puis voilà, ces voyages exotiques seraient tellement fortement ancrés dans la culture du surf que toute remise en cause serait compliquée. Voilà, j'ai remis l'image de ce film Endless Surf avec ce fameux voyage. Voilà. Alors du coup, on a cette image du surfeur hédoniste qui cherche un peu ce plaisir là de la glisse, en quête de vagues parfaites. Et donc pour lui, le plus excitant, ce serait cette glisse, ce sentiment d'estime de soi qu'on a quand on glisse, quand on y arrive, une sensation qu'on peut éprouver un peu partout, finalement même, on verra, dans une piscine à vagues finalement, ce sentiment de glisse, un peu, comment dire, qui donne un sentiment un peu extatique. Et donc, alors pour autant, les problèmes environnementaux liés à la pratique du surf sont réels. Les constructions des planches et les combinaisons, ça a un lourd impact, c'est à base de produits carbone. L'empreinte des carbone des surfeurs qui visitent des spots lointains, comme j'ai dit, et puis l'impact sur les infrastructures touristiques là-bas, dans ces endroits-là. Et donc cette dissonance, elle est générale. Du coup, pour pas trop accabler les surfeurs, j'ai pris un exemple dans mon propre domaine en tant que naturaliste. Là, c'est des ornithologues au Royaume-Uni il y a un oiseau nord-américain qui a été atterri dans ce coin-là, et puis ils foncent avec un équipement coûteux, longue vue, appareil photo, etc. Et ils viennent, ils se déplacent éventuellement d'assez loin pour cocher une espèce supplémentaire d'oiseaux, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on a un peu partout. Quand vraiment, ce qui les fait vibrer, c'est de voir une nouvelle espèce d'oiseau. Et donc voilà, il va y avoir un coup à ça, quoi. Donc c'est difficile pour tout le monde. Et puis un autre point important pour terminer sur cet aspect de présentation du surf, c'est, comme j'ai expliqué, le surf à un moment, c'est devenu une discipline sportive avec des règles, etc., des compétitions. Et il y a une certaine logique à la sportification qui en fait va fatalement nous éloigner de la nature, même pour un sport de nature de pleine nature comme le surf. C'est la logique de la performance et de la compétition. On est focalisé sur le résultat, donc tout le reste, de manière générale, a moins d'importance que le résultat, première chose. La logique, du coup, pour avoir des résultats, il faut que ce soit prédictible. Donc, il faut prédire, anticiper, maîtriser les conditions de l'environnement pour bien réussir. Et c'est très important pour des compétiteurs. Ça implique, finalement, d'oublier un peu le contexte et si possible, d'artificialiser
Là, c'est un interview d'un surfeur toujours qui dit c'est triste à dire, mais quand vous êtes en compétition pour du ski de fond, vous préférez la neige artificielle. On sait comment ça fonctionne, comment ça glisse, on est voilà. Et puis le dernier point, c'est cette logique de perception exclusive des environs immédiats, la fameuse bulle des sportifs de haut niveau, qui ils regardent ce qui vont conditionner le résultat et ils sont dans leur bulle, ils se coupent de certains sens, on en voit certains avec des casques, etc. Et ils disent, bah moi je regarde pas la nature quand je suis en compétition, voilà. Donc le sport aussi en soi vous éloigne de l'environnement, d'accord? Donc deuxième partie, on est prêt. Maintenant vous avez un peu une petite idée sur le surf comme discipline et avec ses paradoxes, hein, comme d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples. L'artificialisation d'un sport avec l'émergence des surf-parks, et là on va plonger dans le monde de l'hyper-réalité. Alors c'est quoi l'hyper-réalité? C'est pas quand on fait une copie de quelque chose. J'ai montré une copie d'une œuvre d'art. Non, c'est pas une copie le plus fidèle possible. C'est, selon Jean Baudrillard, un philosophe français, c'est quelque chose qui existe vraiment. Hein, c'est une simulation mais quelque chose qui n'a jamais réellement existé. C'est une sorte d'amélioration fictive de la réalité. Hein. Si vous prenez un lieu hyper réel, très évident, c'est un casino par exemple, c'est un lieu hyper réel, on a des fausses jetons, on joue, mais et donc on a l'impression d'un monde imaginaire, tout le monde est en train de jouer, sauf que le casino, lui, il encaisse. Hein. Donc ça, c'est le côté concret, quoi. Et donc c'est parce que, en fait, la conscience des joueurs, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Enfin, tout est fait pour les aider à ne pas trop et à rester dans leur bulle aussi. Enfin, voilà. Donc c'est ça un peu l'hyper-réalité. Et je vais juste illustrer. En fait, elle est partout. Enfin, moi, j'ai aussi découvert pas mal de choses en me documentant. Voilà. Bon, un bon exemple, c'est quand on reproduit des îles tropicales. Là, c'est à Berlin, en Allemagne. Donc ça c'est un exemple d'hyper-réalité. C'est différent de la réalité puisqu'il n'y a pas les moustiques, les températures. Enfin, c'est plus confortable, hein. Les sangsues. Voilà. Donc c'est à la fois ça se ressemble, mais c'est différent en même temps. C'est une autre réalité. Quand on va au zoo, le zoo de Beauval, hein, avec même c'est aussi une forme d'hyper-réalité. Hein, donc là, au vite fait, c'est difficile à dire, voilà, mais c'est toujours à votre droite qu'est le cas de l'hyper-réalité, hein, le zoo. Bon, un autre exemple, l'ASCO 4, c'est pas non plus tout à fait, alors c'est le plus fidèle possible comme reproduction, mais en fait, c'est éclairé. Vous pouvez pas buter contre des pierres, voilà, il y a pas de, voilà, c'est quand même différent, c'est un meilleur confort de visite, je pense, que dans les, voilà. Et puis bien sûr pour les sports, donc même la course à pied, hein, vous voyez, parfois j'en ai mis même 3 pour montrer différentes étapes vers cette hyper-réalité, la nage, l'escalade avec les murs d'escalade, c'est l'hyper-réalité, l'escalade sur glace. Le canyoning, on crée des sites de canyoning, des sports de pleine nature, on est d'accord, le canyoning, enfin, voilà. Le canoë-kayak, dans des parcs spécialement conçus, la chute libre, bon, c'est le ski. Alors le ski, j'ai mis plusieurs étapes puisqu'en fait le ski c'est plus progressif, mais vous voyez, on voit donc une randonnée à ski, donc pas de avec la force humaine, pas de remonte de pente, etc. Et là, en haut à droite, on voit que c'est de la neige artificielle, puisqu'il y en a qu'à l'endroit, et puis on voit les télésièges, on voit pas forcément, mais il y en a sans doute des retenues d'eau pour la neige artificielle, etc. Et puis évidemment, le ski indoor, comme sur l'extrémité du gradient, là c'est un exemple à Dubaï. Il y en a plusieurs dans le monde, hein. Voilà. Et donc voilà, c'est quelques exemples. Vous voyez que c'est large et il y en a, on pourra allonger longtemps la liste. On va regarder maintenant le cas des piscines à vagues pour le surf. C'est un autre exemple d'hyper-réalité. Alors, de manière assez basique, là ils ont creusé entre une rivière qui était bloquée par un cordon dunaire. Ils ont creusé pour créer des vagues. C'est relativement low-tech. Je crois que ça doit être à Hawaï justement. Et pour créer des vagues et surfer. Hein. Donc c'est des vagues artificielles si on veut.
Et puis il y a des cas de, voilà, dans des rivières, il y a des qui ont été aménagées. On peut aussi avoir quelques vagues qui sont parfois pratiquées pour le surf. On peut imaginer de créer des surf breaks, là, des spots de surf dans des endroits où il n'y a pas naturellement de vagues parce qu'il n'y a pas de brisants, etc. Donc ça se répand aussi. Là, c'est les côtes qui sont artificialisées, mais ça reste l'énergie de la Lune qui fait bouger les vagues. Et puis donc là, c'est les premières piscines à vagues. J'ai trouvé. Bon, c'était pas pour le surf, mais c'était en début du siècle dernier en Allemagne, en Bavière. Et puis voilà, ensuite la première piscine à vagues, c'était donc aux États-Unis, dans l'Arizona. Elle a duré assez longtemps, presque 50 ans, non, 40 ans, pardon. Vous voyez, on voit à la fin une représentation du ciel, etc. C'était pas des vagues très très élevées, mais voilà, ça a marché assez longtemps. Et puis donc l'exemple au Japon de ce dôme qui a coûté pas loin de 2 milliards de dollars, qui a fonctionné de 1993 à 2007. C'était pas que pour le surf, mais il y avait régulièrement des vagues, des très grosses vagues là pour le coup. Une vague toutes les 2 minutes. Et donc ça a pas économiquement, ça a fini par se casser la gueule. Et puis donc peut-être le plus célèbre, c'est le surf ranch de Kelly Slater. Kelly Slater, il était 11 fois champion du monde de surf en Californie. Et donc c'est la piscine à vagues artificielle où on considère que les vagues sont du point de vue des surfeurs les plus parfaites. Au point qu'elles sont même, de l'avis de beaucoup, meilleures que les vagues qu'on peut trouver dans la nature, du point de vue... mais aussi les plus coûteuses, en l'occurrence, c'est 8 000 € la vague. Voilà, bon, ils avaient s'étaient amusés à l'époque, parce que c'était à l'époque de Trump, là, c'était fake president, fake news, et maintenant fake waves, des fausses vagues, voilà. Et donc, est-ce que c'est vraiment du surf ou est-ce que c'est juste chevaucher des vagues? Voilà, il s'était posé plein de questions. Mais ça a été intégré par la World Surf League à son championnat. Et donc, du coup, c'est vraiment devenu partie prenante des épreuves sportives. Et donc, ça donne une forme de légitimité à ces surf parks. Ça, c'est un autre exemple, juste l'année d'après, 2016, dans le Texas, près d'Austin, dans une région assez désertique. Et donc, ils avaient voulu parier sur l'eau de pluie en récupérant, en drainant l'eau d'alentour. Ça n'a pas trop bien fonctionné, c'est tombé en panne, ils ont du tout vidanger sauvagement. Ça a fonctionné en pointillé pendant 3 ans et ça a été maintenant c'est abandonné comme on voit sur l'image ici, c'est à sec. Mais il y a par contre depuis de nouveaux procédés plus sophistiqués. Et donc un exemple ici de piscine à vagues Wave Garden. Donc la vague Wave Garden, le jardin. Donc des vagues dans mon jardin, bon, des grands jardins. Et donc je voulais juste vous attirer votre attention sur l'échelle, d'accord. Les petits points là. C'est des surfeurs, un tout petit point là. Donc c'est 180 mètres de long, et donc c'est vraiment gigantesque. Et c'est vraiment par ailleurs une piscine. Donc ces piscines-là, ça doit faire une quinzaine de fois la surface d'une piscine olympique. Voilà. Donc et donc c'est depuis très peu de temps. C'est comme tu le disais, Mustapha, ça s'est développé. Ça c'est juste les piscines à vagues de par cette entreprise Wave Garden dans le monde. Donc il y a 6 installations qui sont opérationnelles, 12 en construction, à peu près 70 projets. Il y a quand même énormément de projets qui n'arrivent jamais au bout, faut le savoir. Toutes entreprises confondues, des piscines à vagues dynamiques, parce qu'on ne parle pas des petits trucs pour faire des vagues statiques qu'on peut trouver en centre-ville, qui sont couverts. On parle de vagues qui se déplacent. Quand je parle de piscine à vagues dynamiques, au sens où on peut faire entre 10-12 secondes et puis une demi-minute, presque les plus grands là, 1 minute de surf. Voilà, donc de plus en plus de projets. Alors pourquoi des surf parks? C'est quoi les arguments pour créer un surf park de la vie des promoteurs, des gens qui étudient ça? Voilà, comme beaucoup d'autres disciplines, le sport de pleine nature, le surf ça se développe à toute vitesse, c'est très populaire. Alors que bon, les menaces sur l'environnement et du coup sur l'expérience des surfeurs, sur leur plaisir à surfer,
diminue parce que il y a la surfréquentation, la pollution, les impacts du changement climatique, là, des traits de côte qui bougent, et puis des aspects sociaux aussi. La population locale, comment elle accueille ces surfeurs s'ils sont un peu en surnombre. Bon, un sentiment de la part de certains qu'il y a de plus en plus d'attaques de requins, etc. Enfin, il y a des dangers. Chez nous, ce serait plutôt les courants qui emmèneraient les surfeurs. Voilà, il y a des risques associés à la pratique dans un milieu naturel. D'accord. Donc, des surfeurs, y compris des surfeurs célèbres, ont demandé l'intervention humaine pour corriger ce qu'ils perçoivent comme un déséquilibre entre le fait qu'il y a de plus en plus de surfeurs et que les spots vraiment bien pour faire du surf sont pas si nombreux que ça, selon les régions. Et puis donc des vagues de qualité dans le milieu naturel, des vagues qui soient idéales pour surfer. C'est pas tout le temps, c'est pas partout, c'est au cours ça fluctue. Il faut que la hauteur des vagues soit ni trop forte ni trop faible, la bonne marée, l'époque de l'année. La direction des vents, la force des vents, la bathymétrie, enfin voilà. Donc il y a plein de conditions qui font qu'on va avoir ou non des bonnes vagues, donc c'est pas garanti. Et donc c'est que ça fait des contraintes qui sont quasiment insupportables quand on organise des épreuves comme les Jeux Olympiques en fait par exemple. Des épreuves où ça doit se passer tel jour, on a programmé et les conditions ne sont pas bonnes. Ça pose des problèmes pour les médias, pour l'organisation de ces événements. Et puis l'autre avantage, c'est qu'en créant des surf parks, on permet aux pays qui n'ont pas de côte océanique d'héberger la compétition avec des surf parks. Et si on veut que ce soit, et les Jeux Olympiques, ils sont dans cette logique. Il faut que ce soit inclusif, et donc il faut que tous les pays puissent proposer ces activités. C'est cette personne-là, cet Argentin qui est le président de la International Surf Association, qui a obtenu en 2016 que le surf soit au JO de Tokyo. C'était la première fois. Donc en France, ce sera à Tahiti. Ce sera la deuxième fois que le surf est au JO. Il y avait eu des tentatives avant de faire du surf une discipline olympique, mais ça avait été retoqué faute de piscine à vagues. C'était déjà l'argument. Voilà. Alors les atouts des surf parks, bien sûr, c'est habituel, c'est les emplois, l'activité liée au tourisme. Il peut y avoir 200, 300 000, 400 000 personnes chaque année qui viennent pratiquer ou visiter ces surf parks, chacun de ces surf parks. C'est aussi une activité sportive, donc avec tous les bénéfices comme toute activité sportive, certaines qui coûtent moins cher, mais voilà, c'est bon pour la santé mentale et physique. Par rapport à ce qui peut être fait naturellement, c'est élargi à une population plus large du fait d'une plus grande proximité, pour les populations qui sont loin des côtes et des spots de surf, d'une plus grande accessibilité, par exemple pour les personnes handicapées, et une plus grande sécurité, parce que du coup c'est un spot où il y a des gens qui surveillent, etc. tout autour. Alors quand je dis élargi, je mets quand même une astérisque, parce que c'est pas élargi d'un point de vue social pour le coup, vu le prix d'entrée, typiquement 70 à 120 €, donc c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de ça, quoi. Alors quel est l'avis des surfeurs sur les surf parks? On a vu que ils étaient tiraillés un petit peu par cette proximité quand même avec l'élément naturel, etc. Et à la question, êtes-vous prêt à utiliser un surf park? Ça avait été posé il y a déjà un moment dans une étude en 2017. 78% oui, et sur plus de 2000 réponses. Et parmi les raisons de ne pas utiliser un surf park, donc les 22% là, il y en a que 9% qui mentionnent l'impact environnemental. Donc au moins à l'époque, c'était pas ça le sujet, c'est juste que ça leur semblait pas conforme à leurs attentes, d'aller à la mer, d'aller surfer avec certains, c'est pas ça qu'ils cherchent, quoi. Mais c'était pas tellement. Alors et en fait, avec ces résultats-là, je voulais aussi signaler que rarement les surfeurs se mobilisent contre un projet de surf park. Ça a été le cas, mais c'est assez unique en France, un peu en Espagne. Pas en mon nom, c'est des surfeurs célèbres qui se sont prononcés pour le projet de surf park à Saint-Jean-de-Luz, et donc assez vite le projet d'ailleurs a été abandonné par la mairie. Et là, les surfeurs, mais c'est l'exception, si on regarde un petit peu tous les combats contre les projets de surf park, ça faut le savoir. Donc on comprend avec ces chiffres-là, quoi. Voilà. Si on regarde plus largement,
d'autres sports où finalement qu'on a pu artificialiser, avec l'exemple des salles d'escalade, j'ai montré tout à l'heure, les rivières artificielles là pour le canoë-kayak ou les parcours d'aventure, la accrobranche, etc. Et puis les pistes de ski indoor. Ils ont regardé, il y a une étude de fait pour voir comment les gens s'appropriaient ces nouvelles possibilités de pratiques artificielles. Hein, et en fait, ça va assez vite. Ce qu'ils voient, c'est que ces équipements attirent de nouveaux pratiquants, pas forcément ceux qui pratiquaient déjà ce sport. Et c'est d'autres motivations un petit peu différentes, voilà, le ludique, la découverte, le fitness, la santé, la rencontre. C'est vraiment, ça contribue à développer non pas donc la pratique originelle, mais une nouvelle activité. Ça, c'est ce que, et je pense que il en va de même pour le surf, hein, avec les surf parks. Hein. Voilà. Donc j'étais en contact avec Laurence Graillot, qui est maître de conférence, qui m'a beaucoup aidé là pour cet exposé en sciences de gestion en marketing. Sa science, c'est le marketing, et donc à l'université de Bourgogne. Et elle a publié cet article très intéressant dans The Conversation, une revue que je vous recommande. C'est des chercheurs qui écrivent avec l'aide des journalistes de manière directe en fait. Et donc la question qu'elle a posée, c'est c'est pour l'hyper-réalité en général. Pourquoi les touristes fréquentent ces lieux artificiels alors qu'ils disent être en recherche d'authenticité, d'une expérience authentique. Et là, bon, c'est pas complètement authentique, c'est avec et ben donc ça s'appelle le tourisme de simulation. Et donc c'est des espaces, comme on a vu, qui sont pas forcément, c'est bien illustré ici, détachés. Enfin, c'est pas là, c'est un autre endroit que là où normalement l'activité devrait avoir lieu. Là, par exemple, Europa Park, c'est à Berlin, et là, c'est des reconstructions de villages des différentes parties d'Europe au même endroit. Donc, voilà. Et donc, c'est pas l'endroit où culturellement, ça c'est pas la Scandinavie. On est en Allemagne. Et donc, et ça marche bien. Souvent, ça marche très bien. Ces parcs d'attractions, etc. C'est donc ce qu'elle appelle le triomphe du faux, et qui invite à se dire pourquoi ça marche si bien finalement. Qu'est-ce qui plaît aux gens là-dedans? Pourquoi ça marche? Donc cette hyper-réalité, je dis, ça désigne une réalité différente de la réalité matérielle, qui, c'est un point important, elle conduit à ne plus bien distinguer le vrai du faux. D'accord? Et donc, dans ce contexte, on a des pratiques de consommation qui sont vraiment paradoxales, avec, certes, c'est une authenticité au rabais, hein, par rapport à ce qui se passe dans la partie originale, et c'est un monde aseptisé aussi, hein, qui permet de vivre en toute sécurité. C'est vraiment un point important, en toute sécurité, des expériences procurant des sensations multiples, voire quand même souvent extrêmes ou même spectaculaires, hein, d'accord, tout en les contrôlant, en étant un peu rassuré. Voilà. Donc ça, c'est un gros atout de cette offre de l'hyper-réalité, quoi. Donc ce caractère enclavé, sécurisé, des offres hyper réelles, ça en fait des bulles touristiques. Voilà, avec toute cette et puis les gens accordent beaucoup d'importance à ce sentiment de sécurité qui explique vraiment en bonne partie leur succès, quoi. Le côté spectaculaire et le côté sécurité, pour résumer. Donc ma troisième partie, là, on va discuter maintenant un peu sur vous avez donc vu pourquoi ça se développe, etc. Et donc c'est une évolution qui pose question. Hein, et donc toujours les limites de l'hyper-réalité. Bon, toujours dans l'article de Graillot, ça c'est le Icon of the Seas, c'est ce fameux paquebot qui a été lancé en début d'année 2024. Il fait 365 mètres de long et il y a 7000 passagers, 10 000 personnes en tout qui peuvent monter dessus. Vous voyez, on compte même plus le nombre de piscines dessus. Donc, les limites de l'hyper-réalité, pour une image frappante pour l'illustrer, c'est l'impact environnemental. Bon là, c'est pas l'artificialisation des terres, mais il a fallu pas mal de mines partout dans le monde pour. Et puis aussi peut-être plus intéressant, une incitation pour les individus à ne plus souhaiter affronter les difficultés du monde réel, hein, à ne plus être en mesure aussi de différencier le vrai du faux. On ne sait plus où on habite, quoi, j'allais dire. Donc voilà, ça c'est un point important. Et bon, il faut aussi, heureusement, certaines réalités de cette offre hyper réelle. Par exemple, les files d'attente, ça, c'est pas, peut-être que c'est même moins plaisant que dans un cadre complètement naturel. Voilà.
Et puis donc l'exploitation vraiment excessive de l'hyper-réalité, on voit avec, c'est la marchandisation de presque tout et l'uniformisation aussi de la planète. Du coup, qu'est-ce qui ressemble plus à un surf park ici ou là? Enfin voilà, en plus c'est les mêmes modèles qui sont repris. Donc cette uniformisation, le fait qu'on doive payer pour des activités comme le surf qui était gratuite avant, c'est les limites de ces offres-là. Et puis donc c'est, je réinsiste, cette exploitation, c'est vraiment une tendance forte qu'on a à être fasciné par le spectaculaire, avec cette course effrénée au gigantisme, on le voit avec cet exemple-là, la démesure et l'offre, des choses qui sont complètement extravagants, quoi, en fait. Voilà. Et donc, dernier point aussi intéressant en plus, un titre psychologique, etc., un risque de repli sur soi et même de sécession du point de vue social. Là, c'est un bon exemple aussi, parce que évidemment, les droits d'accès, c'est des bulles touristiques aussi. On est enfermé avec des gens de même niveau social. Voilà. Donc, c'est un autre limite et risque de l'hyper-réalité. Donc, si on revient à l'exemple, là c'est général, c'est pour les problèmes qu'on a évoqués. Sur les surf parks, on a vu que les surfeurs étaient pas forcément tous fans, mais en tout cas pas un gros rejet. Et donc, par contre, le public, là où ça se construit, le surf park, c'est partout dans le monde. Là, il y a un blocage et ça chagrine beaucoup les promoteurs des surf parks. Là, c'est un article qui est sorti ce mois-ci, au début du mois. Et donc, ils disent, voilà, il y a un point, ils réalisent qu'il y a un souci quand même avec ces oppositions à ces projets de surf park un peu partout dans le monde. Et ils sont jaloux parce qu'ils comparent ça à d'autres activités, comme le golf, et ils disent, bah là, le golf, c'est une autre activité récréative qui consomme effectivement beaucoup d'eau, qui pose problème, et qui, les styles sont mieux comprises, donc voilà, ils sont jaloux de des promoteurs de golf. Et donc, une bonne partie du public non-surfeur aussi, enfin c'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis, j'ai entre guillemets, est incapable de se faire à l'idée qu'une attraction artificielle de surf est une utilisation légitime des ressources. Eux, ils trouvent que c'est légitime, c'est des activités sportives, ça permet de s'entraîner, etc. Voilà, ça fait. Donc, voilà, ils soulèvent ce point. Donc, c'est une reconnaissance d'une difficulté réelle. J'ai expliqué que beaucoup de projets capotent dans le monde. Et ça, c'est voilà. Donc, bon, ce qu'on peut leur répondre, c'est que comparaison n'est pas raison. Le golf, déjà, c'est pas un sport de pleine nature de base. On peut pas faire de golf. C'est pas comme le surf. On peut faire du surf à l'océan. Et donc, il y a aussi maintenant, de plus en plus, on voit aussi en France, des mouvements d'opposition contre la création de nouveaux golfs. Le ski, si on prend l'exemple du ski, il s'est déployé il y a bien plus longtemps. Donc, il n'y avait pas les mêmes discussions à l'époque. Et puis l'artificialisation, comme j'ai montré, a été progressive. Alors que là, le surf, c'est d'emblée, on surfe à l'océan, et hop, là, c'est d'emblée une artificialisation quasiment complète. Enfin, même si on a du ski indoor, mais bon, il y a tout un gradient finalement d'artificialisation. Et puis maintenant, les extensions de pistes de ski se heurtent aussi à des oppositions. Surf, ski et golf ont en commun d'être coûteux, comme relativement coûteux, mais c'est vraiment le surf, enfin le surf en piscine qui arrive loin devant. Juste, j'ai regardé le prix moyen d'un forfait de ski par jour, c'est 31 € pour la journée, et le surf, c'est 70 à 120 € en Europe par heure. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher. C'est pas la même catégorie. Donc, on peut quand même retenir que la nouveauté, le fait que ce soit nouveau, et c'est le cas en France, il n'y a pas actuellement de surf park en fonctionnement en France, le fait que c'est nouveau joue dans la réaction des gens, des habitants, on peut le reconnaître, je pense. Après, comment on l'interprète, c'est une autre. Est-ce que du coup, on n'est pas habitué, on trouve que c'est illégitime, mais en réfléchissant un peu, on dirait non, pourquoi pas aussi le surf, ou est-ce qu'au contraire, on est plus lucide justement parce que c'est nouveau? Et le golf, ça existe depuis longtemps, le ski aussi, donc voilà, sauf éventuellement l'extension. Enfin voilà, donc le côté nouveauté, effectivement, c'est intéressant. Et en tout cas, cet état des faits oblige les promoteurs à mettre en avant l'éco-responsabilité réelle ou supposée de tous les projets. Tous ces projets, si on regarde leur présentation, sont vraiment présentés comme étant éco-responsables sans exception, même dans les pétromonarchies. Et donc ça, c'est parce qu'ils ont
il y a ces surfeurs qui, quand même, ont cette relation avec l'environnement que j'ai évoquée, et puis les populations les habitants qui s'opposent majoritairement à ces projets, qui les comprennent pas, etc. Voilà. Donc quelques exemples de surf park éco-responsables entre guillemets, comme celui en Arabie Saoudite, le Saudi Surf Park, qui fait partie d'un plus grand complexe sur 300 km², d'un 3/4 million de dollars, dans un climat aride et désertique, donc une pétromonarchie, et donc dans leur présentation, il s'agit, je traduis l'anglais, de maintenir les flux naturels d'eau qui ont formaté ces paysages depuis des millions d'années. C'est ça la justification écologique, on va dire. Alors ils ont optimisé le design, ils travaillent quand même pour économiser l'eau. Ils récupèrent le peu d'eau de pluie qui tombe, mais bon. Et surtout, c'est basé sur des usines de dessalement. Donc en fait, c'est pas de l'eau qui est prélevée, c'est de l'eau où on brûle de l'énergie là, pour pouvoir la fabriquer. Voilà. Donc voilà, c'est un premier exemple. On est en contact, j'étais encore au téléphone avec avec les collègues californiens encore hier. Donc à Desert Palm, c'est en Californie, dans le désert californien, un surf park annoncé pour 2025. Bon, en Californie et dans tout l'Ouest américain, on a une sécheresse vraiment historique. Le Colorado, il n'arrive plus à l'océan, il est tari avant d'arriver à l'océan. Tout est consommé, pompé, là, notamment pour l'agriculture. Et donc, ils annoncent, pour être éco-responsable, une consommation nette d'eau nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent que ça consomme de l'eau, mais ils compensent un peu. Vous savez, la compensation, c'est un peu comme on plante des arbres quand vous prenez un avion. Donc c'est ça, ce mécanisme est adapté. Vous voyez, c'est original, c'est adapté à l'eau finalement. Et comment ils font? Dans tous les golfs, il y a plein de golfs justement dans cette région-là. C'est une sorte d'oasis dans le désert. Et donc, ils changent pour les endroits où les abords des golfs où c'était irrigué, ils arrêtent d'irriguer, ils remplacent par de la végétation xérique adaptée au désert. Et donc, ils économisent de l'eau, ainsi faisant, et donc ça justifie pour eux de pouvoir construire un surf park. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait une économie, ça nous justifie le fait de dépenser quelque chose de plus. Et finalement, on n'avance pas par rapport à une forme de sobriété qui serait nécessaire puisqu'on est dans des endroits où il y a surexploitation. Voilà, Hawaï, tu en parlais, sur l'île d'Hawaï, c'est en projet, Wave Garden. Là, c'est dans une île où il y a eu des fuites de kérosène de l'armée là près de la base américaine de Pearl Harbor, et donc qui ont contaminé définitivement en fait certains des principaux aquifères des réserves d'eau douce. Vous savez que sur les îles, l'eau douce est un sujet très, on le sait en France pour Mayotte, un sujet très problématique. Donc voilà, c'est dans ces conditions qu'ils cherchent quand même à installer un surf park. En Catalogne, vous avez entendu parler de toute la sécheresse en Catalogne, en état d'urgence sécheresse. Ils en sont à les hôtels à faire venir en douce des camions d'eau douce pour remplir leur jacuzzi. Enfin voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. Et donc là, ils disent qu'on va utiliser. Ils savent bien que c'est pas loin en Catalogne, c'est pas loin d'un moratoire sur ces projets de piscine et de surf park. Ils sont pas loin de ça, c'est pas encore fait, donc il y a toujours des projets en cours là. Alors ils disent on va utiliser l'eau de la station d'épuration qu'on va purifier. Donc ça pose des questions de sécurité sanitaire pour les pratiquants, pour les surfeurs évidemment. Enfin voilà, donc alors un exemple en Suisse qui est le château d'eau de l'Europe. C'est à côté du Rhône en plus. Donc là, on va dire l'eau, c'est peut-être un peu moins un sujet que dans les exemples que j'ai montrés. En fait, là, c'est des problèmes techniques aussi qui se passent. C'est pas toujours au point. Donc, il y a eu 5 vidanges sauvages en 2 ans avec l'eau chlorée qui est déversée dans le milieu. Et puis aussi, là, je n'ai pas trop parlé. J'ai focalisé sur l'eau. Et on pourrait parler de la biodiversité ou parler de l'énergie, mais en fait, il fait froid là, ils arrêtent le surf park l'hiver, et à chaque fois, c'est un soulagement pour le réseau électrique quand ils arrêtent le surf park. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà, mais ils ont mis des panneaux solaires, mais évidemment en hiver. Et un dernier, à Canéjan, donc c'est Wave Garden également. Bon, la Gironde, on est en surexploitation de nos réserves d'eau potable des nappes profondes, particulièrement autour de la métropole et aux environs, les Hauts-Seine, l'Oligocène. Donc on est dans ce contexte-là. Et donc,
pour prétendre à une éco-responsabilité, les promoteurs ont annoncé récupérer l'eau de pluie sur les toits industriels et transformer un des 2 bassins en réservoir en cas de sécheresse. Et ils ont aussi tiré la corde sur les recommandations. Ils n'ont pas voulu suivre les recommandations sanitaires de la Fédération française de surf, qui obligerait à renouveler l'eau et donc à consommer plus d'eau et d'énergie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la Fédération française de surf a retiré son soutien au projet. Et donc malgré tout ça, on calcule, ça fait quand même 40 à 55% de l'eau potable de la commune qui serait consommée pour le projet de surf park. Voilà pour Canéjan. Donc, si on résume, ces tentatives de rendre éco-responsable, finalement, ces missions impossibles pour ces méga piscines à vagues. On peut remplacer l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable, mais c'est un impact peut-être moindre, mais qui est pas nul pour autant. Et puis voilà, si c'est l'énergie solaire en hiver, on peut avoir un souci. On peut chercher à éviter de gaspiller l'eau, on peut optimiser. Mais il y a des limites, c'est des limites physiques. Vous avez vu, c'est très grand, et il y a les vagues qui sont accélératrices d'évaporation. Et puis, voilà, donc il y a des limites. On peut faire le mieux qu'on peut. Au bout d'un moment, c'est toujours beaucoup d'eau. On peut remplacer l'eau douce par de l'eau salée, mais du coup, on déporte le problème sur l'énergie et le gaz de CO2. Si c'est on peut jouer sur cette idée de compensation, vous avez vu, c'est assez original pour l'eau, mais turf au surf, et donc avec ce problème de l'effet rebond. Et puis on peut tirer sur la qualité de l'eau avec des conséquences sanitaires, enfin des risques qu'on prend de l'autre côté. Donc face à ces problèmes, si on prend 2 acteurs, la Fédération française de surf qui a dit oui, ok, des surf parks pour l'entraînement de ses champions, mais pas à n'importe quelle condition. Ça veut dire qu'elle pense que peut-être il y aurait moyen de créer des surf parks qui seraient quand même à peu près éco-responsables. La fondation Surfrider, elle a dit, non, ok, il y a peut-être des bénéfices aux surf parks, mais les problèmes qu'ils engendrent, ils sont plus importants que leurs avantages, et voilà, voilà. Donc 2 attitudes différentes. Soit on croit qu'on va trouver une solution, mais laquelle en fait, on a quand même du mal à voir laquelle. Soit on dit non, ça le fait pas quoi. Donc là, je peux redevenir l'écologue que je suis pour rappeler qu'il n'y a pas de croissance infinie sur une planète finie. Et donc on a donc l'an dernier été rendu public l'évaluation des limites planétaires, donc sur 9 limites planétaires, dont le changement climatique, l'eau, l'ozone, etc., etc. Et il y en a déjà 6, et peut-être malheureusement bientôt 7 avec l'acidification des océans qui sont dépassés. Ça veut dire qu'on dépasse la partie verte, qui est la zone de sécurité pour notre vie sur Terre à tous, finalement. Donc ça, je ne vais pas insister là-dessus, juste pour rappeler aussi que au niveau mondial, l'an dernier, on était à 1,5 degré, ils y sont, les 1,5 degrés dont on nous parlait à l'accord de Paris. Donc voilà, il faut ménager, et donc habiter, on est tous habitants, je voulais terminer un petit peu là-dessus, ça veut dire ménager, l'élaboration d'un monde plus viable et plus vivable. Ça nécessite que l'espace soit non seulement habité, mais il est vraiment habitable, et donc habiter, c'est ménager, c'est Heidegger qui l'a dit. Pour habiter, pour être mis en sécurité, dans un endroit limité, c'est dans ce qui nous est parent, dans quelque chose, dans ce qui est libre et qui ménage toute chose dans son être. Voilà ce qu'il a dit sur habiter. Et habiter, ça signifie aussi participer au monde commun. Donc, si on réfléchit aux solutions, notamment en prenant l'exemple de l'eau, il faut qu'on développe une culture de la participation finalement, où par rapport à cette gestion de l'eau, il faut déjà pas céder, parce que c'est vrai que quand on voit ce déploiement au fatalisme du business as usual, voilà, en dire non, c'est ancré dans notre culture, il faut pas céder à ce fatalisme-là. Et donc, pour reprendre en main notre destin, il faut une culture de la participation et de gestion des communs. Donc on peut citer tout près de nous Bordeaux Métropole, qui a choisi de faire une régie. Vous avez une présentation de la régie de l'eau, donc c'était une gestion privée, c'est devenu public. Il y a les commissions locales de l'eau. Il est question de créer un parlement de l'eau pour allouer les ressources en Gironde. Et encore plus localement, je voulais citer l'exemple pour être intéressant pour votre société, la résidence des castors à Pessac, certains de vous connaissent, ils gèrent eux-mêmes leur eau. Ils ont les forages, c'est à eux toutes les canalisations, ils font les tests de qualité de l'eau,
Et donc c'est très rare, c'est un petit, je sais pas combien ils sont, 200 ou 300 personnes, enfin maison. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut entendre par gestion des communs, vraiment directement par les habitants, quoi. C'est donc un modèle intéressant. Et puis de toute manière, il y a le côté, enfin, on va être irréversible. Hein, la sécheresse, par exemple à Los Angeles, bah, les ultra riches, eux aussi, se voient maintenant imposer des limiteurs de débit d'eau. Donc Kim Kardashian, Sylvester Stallone et Madonna sont aussi concernés. Ça montre qu'à un moment, enfin forcément, les choses doivent bouger, quoi. Et puis voilà, j'ai trouvé cette citation pour dire la même chose avec les surfers. Jouer au golf n'est pas un droit humain. Hein, donc, dans certains endroits, abandonner un terrain de golf ou bien choisir de ne pas en créer, ça devrait être considéré comme la meilleure option. Voilà. Donc, tourisme et sport doivent se réinventer. Le recours à l'hyper-réalité, on a vu tous ces risques, doit être limité vraiment. Et ça, c'est pour le bien-être des gens. C'est pas seulement pour le bien-être de l'environnement. Hein. C'est pour le bien-être des gens, surtout si c'est ce que nous dit la science de la psychologie, l'enseignement de la psychologie positive. Elle montre que le bien-être, il y a cette dimension hédoniste de satisfaction, de vie, de bonnes émotions, de bonnes humeurs, sentiments, mais il y a aussi toutes les autres dimensions qu'on appelle eudémonistes du bien-être. Voilà, donc le sens, le but dans la vie, la réalisation de soi, l'autonomie, les relations positives avec autrui, et puis cette maîtrise de l'environnement. Hein. Donc c'est ça qui contribue. Donc il faut le faire d'abord et avant tout pour notre bien-être finalement. Ces évolutions-là. Voilà, donc merci pour votre attention.